Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui un Read Club particulier, je vous propose un nouveau format qui sera tout simple d'analyser ces séries qui ont réussi ou pas leur transition scénaristique. Je vous explique brièvement, par exemple, une série qui était au top du top du top et puis elle avait la possibilité de prendre une porte d'entrée en termes de scénario et qui ne l'a pas prise et qui va le payer sur la longueur. Ou inversement, peut-être une série qui était à un moment donné un peu dans le ventre mou, une porte de scénario s'ouvre, le scénariste décide d'y aller, et puis finalement ça relance totalement la série. Voilà un petit peu l'idée de ce nouveau concept. Si vous aimez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et même après à débattre dans les commentaires sur ce que je vais vous raconter. Aujourd'hui, je vais m'attaquer directement à un panthéon du manga, un manga que j'adore, qui est mon manga clairement préféré, et pourtant, qui, pour moi, a justement raté une transition scénaristique. Je veux parler de Dragon Ball d'Akira Toriyama. Une série qui a percé la fin des années 80, le début des années 90, ainsi comme moi je suis 83, et bien forcément quand on rentrait de l'école, on regardait le Club Dorothée, on l'enregistrait, parce que nous, pauvres Belges, nous avions école le mercredi matin, et donc on regardait le Club Dorothée en rediffusion sur nos vieilles cassettes VHS. Voilà. Et puis, alléluia, Glénat a eu la bonne idée de sortir le manga Dragon Ball. Rappelez-vous, à l'époque, mais c'était des mangas qui se lisaient du début vers la fin et de gauche à droite. C'était pas encore les versions un peu japonaises, réelles du manga, où on démarrait ce qui pourrait être la fin pour les Européens, et de droite à gauche, à l'époque, Glénat sortait encore ces mangas un peu francisés, européanisés dans le mode de lecture. Moi, dans mes mémoires, j'ai l'impression que c'est l'éditeur J'ai lu avec ce qu'on appelait Fly à l'époque, où j'ai eu les premiers mangas qui se lisaient de droite à gauche et en partant par la fin dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, moi, ayant trop hâte de lire, donc on a eu la série Dragon Ball Z, dans une première série qui s'intitulait simplement Dragon Ball, chez nous, en 42 tomes. On avait Dragon Ball Z en 42 tomes. Je dis 42 tomes, il me semble, vous pouvez me corriger si vous voulez, parce que moi j'avais trop hâte de lire, et donc au bout d'un moment, Glénat avait sorti ce petit mensuel, et donc j'ai repris là, parce qu'en fait ça allait plus vite que le manga classique, ce petit mensuel, parce que j'ai pris à partir de l'arc Namek là, aux alentours, et puis maintenant, vous savez, il y a Dragon Ball Super qui en est à son tome 16, voilà, on y reviendra. Bon. Alors, je vais reprendre l'histoire de Dragon Ball jusqu'à cette fameuse transition qui, pour moi, a été un échec. Ce pan de scénario qu'on aurait dû aller, cette continuité logique qui aurait dû s'installer. Donc, je vous rappelle, Dragon Ball commence avec un premier arc, si on peut dire, où on découvre Sangoku qui vit seul dans la forêt. C'est un petit garçon qui vit seul dans la forêt et qui vénère une boule de cristal à 4 étoiles qui, pour lui, est la représentation de son grand-père décédé. Une nuit de pleine lune, la maison s'est écroulée dessus. Voilà. Dragon Ball, maintenant vous le savez, quand on a réuni les 7 Dragon Ball, on a le droit de faire un vœu. Là, le premier acte de Dragon Ball, c'est la première quête pour le premier vœu. Le premier vœu cette quête du premier vœu va nous faire découvrir énormément de premiers personnages. Sangoku est tout jeune. C'est un peu une quête, j'ai envie de dire, au niveau régional. Moi, quand je le lis, j'ai pas l'impression qu'on est à
dans une quête qui va nous faire traverser le monde, l'impression qu'on est comme ça, ouais, dans une région. Hein, et Sangoku va y rencontrer Bulma, Yamcha, Tortue Géniale. Pour la petite quête, je refais cette vidéo parce que tout le long j'ai dit Tortue Ninja, hein, j'ai vu le dernier tome des Tortues Ninja et donc je disais Tortue Géniale, Chichi est rencontré dans ce premier arc, donc énormément de personnages qui resteront jusqu'à la fin de l'arc. Et puis, c'est la fin de cet arc, c'est un peu la fin de vraiment la toute jeunesse pour moi de Sangoku. Et dans les Dragon Ball, si vous regardez bien, chaque arc est coupé par un tournoi d'arts martiaux. Là, le premier tournoi d'arts martiaux, après son premier vœu, Sangoku va s'entraîner chez Tortue Géniale. Il rencontre Krillin, déjà là. Et puis, Krillin et Sangoku partent au tournoi. C'est, rappelez-vous, cette fameuse finale face à Jackie Chan, qui est simplement Tortue Ninja, je recommence, Tortue Géniale déguisée. Voilà. Commence ensuite le deuxième arc. L'arc ruban rouge, hein, le ruban rouge qui reviendra à travers les cyborgs plus tard dans Dragon Ball Z. L'arc du ruban rouge qui donne l'impression déjà d'être dans une quête. Sangoku est un peu moins naïf. Il est dans une quête qui est un peu plus... pas encore, j'ai pas envie de dire mondial, mais on a l'impression qu'on est plutôt sur un continent qui est là, Sangoku qui défend enfin des gens qui sont opprimés par le ruban rouge, et Sangoku qui va faire face pour la première fois à la mort, avec la mort du papa de Upa, ces Indiens qui habitent au pied de la tour Karine, par Tao Pai Pai, notamment, hein, une langue dans la tête, rappelez-vous. Donc voilà, un Sangoku qui grandit. Là, on est début d'adolescence. Il découvre plein de choses. Il découvre la violence du monde, l'oppression, etc., etc. Et donc, avec le vœu qui est simplement de ressusciter le père de Upa au final. Hein. Et puis, hop, on recommence cet arc est terminé, on commence un nouveau championnat d'arts martiaux. C'est le fameux championnat où l'école de la grue qui est opposée à l'école de Tortue Ninja, de Tortue Géniale, et je vais la faire jusqu'au bout, hein, de Tortue Géniale, qui apparaît avec Tenzin Han et Chaoz notamment, qui sont finalement certains des personnages les plus anciens dans Dragon Ball, arrivés le plus tardivement dans Dragon Ball. À la fin de ce tournoi, mais Sangoku découvre une deuxième fois la mort, avec la mort de Krillin. C'est, on peut dire, la première mort d'un de ses proches. Et c'est l'arc Piccolo, qui là devient le premier, pour moi, le premier arc qui est de sauver la planète, de sauver la Terre. Et donc vous voyez que on grandit, Sangoku attrape de la maturité. Il est encore au début très dans l'adolescence, puisque rappelez-vous, la mort de Krillin, il part fou furieux, il se fait dégager par un des sbires de Piccolo, laissé pour mort. Et là, il est récupéré par Yajirobe, qui apparaît dans cet arc-là, ce samouraï foussard là. Et puis il va prendre en maturité et arriver à la fin face à Piccolo, disant c'est bon, je vais maîtriser l'affaire, vous pouvez vous reposer, je suis à niveau, et abattre Piccolo. Et puis Dragon Ball se termine, fin d'arc, se termine sur un tournoi où là, pour moi, Sangoku est adulte, jeune adulte, où il est sûr de lui, il s'est entraîné avec chez le Tout-Puissant, et alors c'est drôle parce que nous c'était Satan Petit Cœur de la série, c'est Piccolo dans le manga, la réincarnation de Piccolo qui va rester, hein, qui va devenir le fameux maître plus tard de Sharingan, etc. Mais voilà, avec quand même un Sangoku qui a déjà et qui gardera toujours ce côté un peu orgueilleux de vous inquiétez pas, vous pouvez le soigner, je le maîtriserai facilement. Mais en tout cas, voilà, et on quitte Sangoku à la fin de Dragon Ball qui quitte le tournoi pour aller se marier avec
chichi. Et donc, si on regarde Dragon Ball, ben, finalement, c'est Sangoku qui grandit. Gamin, jeune adolescent, adolescent fougueux jusqu'à devenir un adolescent responsable et finir adulte. Là, on commence avec Dragon Ball Z, avec l'insertion de d'un élément important, c'est que Sangoku, on le sait, est un Saiyan, est un extraterrestre qui se transforme les jours de pleine lune en gorille, et donc on l'avait déjà dit dans Dragon Ball un petit peu, hein, que ça risquait d'être lui qui ait tué son grand-père, mais là c'est clairement annoncé. Et on a l'arrivée de Sangohan, le fils de Sangoku. Et donc Sangohan, au début, qui n'est clairement pas un guerrier, hein, il est enlevé par Raditz, l'arrivée des Super Saiyans. Raditz qui enlève Sangohan, Sangohan qui n'est pas un guerrier, mais en pétant à plomb une crise terrible, en voyant son père se faire massacrer, fonce dans Raditz. Ça provoque la contre-attaque de Piccolo et de Sangoku, voilà. Mais en tout cas, c'est Piccolo et Sangoku qui pas sauve la Terre, sauve la situation, parce que là, on n'est pas encore dans une invasion extraterrestre. Hein. Et puis Sangoku meurt, et là, Sangohan part s'entraîner avec Piccolo. Il devient un peu plus adolescent, un jeune adolescent, il s'entraîne, ça devient un guerrier. Néanmoins, quand Vegeta, arrivé de Vegeta, et Nappa veulent venir récupérer Sangoku, détruire la Terre, conquérir la Terre, Sangohan se bat enfin en guerrier avec Krillin, Piccolo, Yamcha, Tenshinhan, jusqu'à l'arrivée de Sangoku. Sangohan n'est pas encore assez fort, assez aguerri, et a encore besoin de Sangoku, qui reste encore le personnage principal de la série, qui sauve la Terre, qui est mal en point, et donc qui reste, puisqu'après va commencer là, puisque Piccolo est tué, il faut aller chercher les Dragon Ball sur Namek. Et là, Sangoku est obligé de rester sur Terre car il doit se faire soigner. Et là, Sangohan, Krillin et Bulma partent sur Namek. Sangohan s'émancipe de ses parents, c'est le premier voyage. Il devient un combattant de plus en plus aguerri, il devient de plus en plus aussi fort, mais malheureusement pas suffisamment pour contrer et Vegeta et surtout l'armée de Freezer et Freezer. Et donc, encore une fois, Sangoku arrive sur Namek et Sangoku a besoin de sauver la situation. Sangohan a besoin encore de son père pour sauver la situation. Mais Sangohan s'en est bien sorti. Vraiment, vraiment, vraiment bien sorti. Commence l'arc des cyborgs. Sangoku, malgré l'annonce à l'avance, tombe quand même malade, commence le combat avec les cyborgs, avec Cell, c'est un petit peu Vegeta, Piccolo, qui, grâce à sa fusion avec le Tout-Puissant, commence à être un petit peu les héros principaux pendant tout un temps, avec à côté Sangohan, Krillin, etc., qui deviennent encore une fois, Sangohan progresse, hein, jusqu'à l'arrivée de Perfect Cell, hein, de Cell dans sa forme ultime, le Cell Game, personne n'est à niveau, il faut aller s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps. Et là, Sangoku n'est pas assez fort et il a poussé Sangohan à devenir le guerrier le plus puissant de la Terre, avec cette transformation là quand il pulvérise les petits Cells, et c'est là que la transition pour moi est ratée. Rappelez-vous, Sangohan, comme son père avant, est tellement sûr de lui, laissez faire, et puis finalement Cell va exploser, il libère ses 18, Sangohan libère ses 18, car il sait que Krillin l'aime. On a Sangoku qui se téléporte sur la planète de Kaio, explose, meurt, Cell revient quand même sur Terre et c'est à Sangohan de le terminer. Sangohan a sauvé la Terre, comme son père avait sauvé la Terre de Piccolo, le climax, le moment le plus fort de la série Dragon Ball. On y est. Si on fait un parallèle, vous voyez où je veux venir, c'est qu'on a vu Sangohan grandir jusqu'à devenir le jeune adulte comme son père l'était devenu, sauveur de la Terre, etc. Et puis on n'assume pas.
on n'assume pas, pour moi, Akira Toriyama. Et là, il y a que lui à ce moment-là sur le navire. Il a semé les graines d'une série qui va perdre après en qualité. Hein. On recommence avec un tournoi, on fait revenir Sangoku d'entre les morts, on présente Sangohan comme quelqu'un qui s'est plus entraîné, et donc on remet Sangoku au centre de l'équation. Alors oui, l'arc-bout hein, nous avait fait vivre des magnifiques combats, celui de Vegeta entre Vegeta et Sangoku, entre la découverte de Sangoku en Saiyan 3 face à Buu, au gros Buu, hein. Et puis oui, il y a eu la fusion Gotenks dans la salle de l'esprit du temps face à Buu, il y a le retour de Sangohan, mais au final, qui est encore le sauveur à nouveau? C'est Sangoku. Pour moi, c'est Sangohan qui aurait dû rester au milieu. On a passé une génération, voilà, c'est fait. Sangoku aurait dû rester au paradis, alors à la limite, venir peut-être à un moment donné, juste pour un combat nostalgique, juste pour venir coacher son fils, mais voilà, pour moi on a raté quelque chose, parce que là on a quoi? Parce qu'après ça perd en qualité. Alors Dragon Ball Super, tout le début là, ce n'est que de la redite, des choses qui ne sont pas exploitées, hein, pour faire des gens de plus en plus puissants, mais on n'entend plus parler des autres. On n'entend plus que Sangoku Vegeta, Sangoku Vegeta, Sangoku Vegeta, et finalement c'est quand même Sangoku qui va sauver. Alors ça s'améliore avec l'arc Moro, et ça s'améliore ici avec le nouveau personnage, Granola, parce qu'on a remis un peu plus de scénario derrière, on a abandonné les tournois à répétition. Mais pour moi, le souci, il n'est pas avec Dragon Ball Super, le souci, il est qu'on a refusé de mettre Sangohan sauveur du monde. Alors, est-ce que ça aurait pas été chouette de garder, en effet, Vegeta vivant, hein, comme il est là, mais qu'est-ce qui aurait été plus chouette? Voir Vegeta mordre sur sa chic, comme c'est déjà le cas dans l'arc des cyborgs, pour aider Sangoku, ou de voir Vegeta aider le fils de son ennemi, peut-être lui apprendre des choses, peut-être l'aider à s'améliorer. Ici, par exemple, dans Dragon Ball Super, on a totalement perdu Sangoten et Trunks, qui devraient être finalement arrivés au centre de l'équation, si on est un petit peu logique. Alors peut-être qu'on dirait, ouais, mais alors c'est simple, mais d'arriver avec eux au top du top du top, et peut-être du coup redécouvrir un futur, le Trunks du futur, le voir réapparaître. On le connaît, Trunks est devenu ou n'est pas devenu ce qu'il est censé être. Voilà. Pour moi, le souci, c'est pas Dragon Ball Super. Le souci, il est là, dans la fin et dans la gestion de la fin du tournoi de Cell. À partir de là, c'est Sangohan qui est le personnage principal, jusqu'à un moment donné, laisser la place à la nouvelle génération, et de voir évoluer tout ça, et ce serait drôle d'avoir un Dragon Ball Super avec un Vegeta qui limite aurait la place de Tortue Géniale. Vous voyez un petit peu dans le délire, dans le côté maître ancien, le plus vieux des Saiyans, et qui serait peut-être à ce moment-là porteur de toutes les légendes qui sont amenées là avec Granola, hein, et qui sont amenées avec Moro, puisque Vegeta quand même était un prince dans l'univers, donc d'en être à ça, de peut-être remettre un Vegeta au centre étant prince des Saiyans, et que sais-je, mais pour moi on a raté la transition avec Sangohan et le Cell Game. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Dernière chose, si une série comme Naruto a décidé de mettre fin à Naruto et de passer à Boruto, le fils de Naruto, avec des parallèles, etc. J'ai pas tout lu, hein, j'ai lu 1 ou 2 tomes. Mais voilà une série qui a pensé à l'après. Alors ça marche ou ça marche pas, hein. C'est un risque à prendre, mais là le choix n'a pas été bon. Voilà, n'hésitez pas
à me donner votre avis dans les commentaires. Comme j'ai dit au début de la vidéo, dans le respect et la bienveillance. Je n'ai pas, je le dis très souvent, je n'ai pas raison, je n'ai pas sainte parole. Je vous ai juste partagé mon avis sur une série que j'adore. Et si ça vous a plu, eh bien, il suffit peut-être de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a du contenu toutes les semaines. N'hésitez pas de lâcher un pouce si ça vous a plu. Ça aide le référencement de la vidéo et ça aide peut-être à être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Peut-être que ça vous amènera à avoir des débats avec certains de vos amis lors d'un petit apéro ou que sais-je. En tout cas, moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain RIP Club. Ciao, ciao!